Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Bonsoir et bienvenue dans ce débat consacré au projet de site de stockage profond des déchets radioactifs, le projet CIGEO. 5e débat organisé sur le sujet par la CPDP, la commission particulière du débat public. Vous connaissez déjà le thème de cette édition, les risques et la sécurité pour les salariés du site, les citoyens et l'environnement. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour en parler. Les risques sont bien sûr au cœur du débat public et de l'appréciation du projet. Nous allons les examiner en fonction des questions posées, comme c'est la règle, comme c'est le jeu dans ce débat public depuis déjà 5 éditions. Et nous pouvons déjà classer ces risques en 3 catégories. Tout d'abord, on va parler des risques immédiats. Ce sont les risques inhérents à l'installation et à la mise en œuvre de tout chantier de si grande importance. Des risques qui intéressent tout particulièrement les riverains, les citoyens qui seront amenés à cohabiter, le cas échéant, avec le futur chantier. À plus long terme, il s'agit aussi des risques spécifiques à la gestion des déchets, les risques liés à l'exploitation du site. Enfin, à très long terme, les risques liés au comportement des matières stockées et des matériaux qui seront éventuellement entreposés dans la durée. Alors, il nous paraît très intéressant de répondre le plus possible aux questions qui vont concerner l'impact concret et social de l'implantation du site. Vous y tenez particulièrement, Jean-Claude André, pour la CPDP ? Alors, je pense que c'est une question qui n'a pas été largement abordée jusqu'ici, puisque l'essentiel des questions concerne, et c'est naturel, des aspects d'implantation de déchets radioactifs avec les aspects de réversibilité sur lesquels on a déjà un peu discuté, et puis des aspects sur des risques à long terme. Or, au fond, aujourd'hui, on est confronté quand même à un aspect qui est lié à une perturbation tout à fait importante d'un point de vue écologique, puisqu'il y a quand même un volume non nul de produits qui vont être extraits pour implanter donc le site s'il existe. Et puis, il y a une population de travailleurs qui ne correspond pas du tout à la population actuelle ce qu'on va appeler des riverains, même s'il n'y a pas beaucoup de rivières. Et donc, quelque part, ça peut avoir un impact très positif, mais en même temps, ça peut générer un certain nombre de risques avec des rejets, parce que les populations externes, exogènes, risquent d'avoir un effet non nul sur la perception du projet, pour autant que ce projet puisse se réaliser. Donc ceci définit une première priorité pour moi, parce que c'est ce qui va se passer si le projet est accepté dans les, disons, 20, 30 ans qui viennent. Alors ensuite, se poseront d'autres questions que l'on connaît déjà et sur lesquelles on pourra peut-être revenir en termes de questions. Mais je crois qu'il est quand même important que les habitants des différents cantons concernés puissent apprécier finalement l'ampleur de ce qui va se produire en termes et de risques et d'avantages. Je crois que c'est un élément qui me paraît important avant qu'on discute, puisqu'on l'a déjà fait 4 fois, et on retrouve ça dans les cahiers d'acteurs, on le retrouve aussi dans le document du maître d'ouvrage. Donc qu'on discute un petit peu d'aspects qui sont un petit peu en amont de cette opération qui elle-même a beaucoup d'importance. Mais qui sont aussi les questions les plus proches finalement du début du projet. Des questions, nous en avons déjà beaucoup. Nous attendons encore toutes celles que vous avez envie de nous adresser maintenant en direct. Je vous rappelle l'adresse mail questions@débatpublic-cigeo.org. On reçoit aussi vos questions par SMS avec comme mot-clé débat au singulier sans accent. Vos réactions sont aussi attendues sur Twitter avec comme hashtag CIGEO. Le débat contradictoire. Alors avec nous ce soir pour répondre à ces questions, vous l'avez déjà entendu, Jean-Claude André, membre de la commission particulière du débat public dédié au projet CIGEO. Fabrice Boissier, directeur des risques à l'Andra, maître d'œuvre du projet CIGEO, je le rappelle, bonsoir. Bonsoir. Bertrand Thuillier, ingénieur et expert indépendant, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Zerbib, lui aussi ingénieur, lui aussi expert indépendant, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Serre, chef du service d'expertise des déchets radioactifs à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va prendre tout de suite une première question qui nous est arrivée à l'instant sur le site, si j'arrive à ouvrir mon iPad. Y a-t-il un risque d'explosion nucléaire à cause des gaz ? Nous demande Laetitia Cochard. Qui est-ce qui peut répondre à cette question ? Y a-t-il un risque d'explosion nucléaire à cause des gaz ?
En tant que maître d'ouvrage du projet, je vais peut-être pouvoir apporter quelques précisions. J'entends donc parler du risque d'explosion. Effectivement, le risque d'explosion a été identifié par l'ANDRA dans les différents dossiers que nous avons produits. Ce qu'il est important de souligner, c'est que ce risque d'explosion concerne de l'hydrogène non radioactif. Pourquoi ? Parce que certains colis de déchets de moyenne activité à vie longue sont à l'origine d'émissions très faibles d'hydrogène. Et donc, par précaution, on prend en compte cette présence d'hydrogène dans l'installation qui pourrait, dans certaines conditions, être amenée à exploser. Il s'agit là d'une explosion possible et qui nous paraît très improbable vu les quantités d'hydrogène qui sont présentes et de la ventilation qui veut la diluer très largement, mais en aucun cas il s'agit d'une explosion nucléaire, ça c'est très clair. On parle d'hydrogène non radioactif en quantité extrêmement limitée qui sera dilué par l'air de ventilation, et bien sûr nous contrôlerons à l'entrée de l'installation qu'il n'y a pas de déchets qui rentrent avec un taux de dégazage d'hydrogène trop fort, ce qui permettra de prévenir ce risque. L'un de vous veut intervenir là-dessus ? Oui, enfin je Monsieur peux... Tuillier, ingénieur et expert. Merci. Oui, écoutez, au niveau des risques, et un peu comme en introduction, parce que finalement on a parlé des risques entre le court terme, le moyen terme, le long terme, on pourrait, moi ce qui m'intéresse le plus quand même, c'est le court terme, dans la mesure où ce qui concerne le long terme, finalement on n'en sait pas grand-chose, et on peut modéliser, mais encore que la modélisation, on peut en discuter. Non, je pense qu'il faudrait, je pense qu'on pourrait partir également de 5 catégories de risques à court terme, un peu en introduction, pour fixer un petit peu le débat. Je dirais, on pourrait parler en premier lieu des risques liés, et on vient d'en parler, des rejets gazeux. Donc ça, il est certain que tous les gaz radioactifs seront rejetés directement dans l'atmosphère par la ventilation. Donc ça, c'est un premier point important. Les rejets gazeux, ce qui n'avait pas été du tout mentionné précédemment. Donc c'est une première distorsion. Le deuxième point, le deuxième risque, c'est le risque lié, pour le personnel. Il y a de très nombreux risques pour le personnel, des risques variés, multiples, que ce soit par exemple des chutes dans un puits, ça peut être des risques d'électrisation, ça peut être des risques de brûlure, ça peut être des risques. Là, vous parlez de risque du chantier ou de risque d'exploitation, de risque du chantier du chantier et de l'exploitation. On est vraiment dans le court terme, donc dans les 50 ans, 60 ans qui viennent. Donc ça, c'est un deuxième risque important et qu'il faut mentionner. Le troisième risque, je dirais, c'est le risque lié aux contaminations de particules radioactives. Et là, en fait, on a deux origines, d'une certaine manière. Origine avec les transports, on pourrait y revenir, il y a des contaminations surfaciques qui peuvent libérer des particules par les transports. Également, autre origine, et ça a été bien mentionné dans les dossiers ANDRA également, risque de chute et donc de libération de particules en cas d'ouverture des scellement des colis. Et donc ça, c'est un troisième risque important. Et à ce moment-là, en cas de libération de particules, évidemment, par exemple, si c'est sur les routes ou sur les voies ferrées, donc ce serait libéré dans l'environnement. Mais si c'est libéré dans les installations, c'est également ensuite libéré dans l'environnement via la ventilation. Quatrième risque, et on a parlé d'explosion nucléaire via l'hydrogène. Je suis tout à fait d'accord avec Fabrice Boissier. Donc il y a un risque lié à l'hydrogène. Il faut savoir qu'au-delà d'une certaine teneur, 4%, il y a un risque dans tout espace qui pourrait être donc lié à cet hydrogène. Donc un risque d'explosion, pareil, qui n'avait absolument pas été mentionné. Je vous arrête. Et quatrième, vous dites que quelque chose n'avait pas été mentionné, c'est parfaitement faux. Dans le dossier 2005, tous ces risques étaient examinés par l'ANDRA, étudiés, ils ont même été repris par la SN et l'IRSN. Donc là, ne dites pas qu'il y a des distorsions. Ces risques ont été présentés dans tous les dossiers de l'ANDRA. Tout à fait. Je vous laisse je termine juste mon cinquième point. Monsieur Tuillier, rapidement, parce que Monsieur Serre voudrait intervenir aussi sur ce sujet. Point, donc j'en étais sur les risques d'explosion liés à l'hydrogène. Et le cinquième point, c'est le risque d'incendie. On a des combustibles, on a des quantités de combustibles, en particulier avec les colis bitumineux, etc. Donc il y a un risque d'incendie important. Et d'ailleurs, l'ANDRA, vous avez bien mis que la situation d'incendie dans la zone MAVL était plus difficile à écarter. Donc, la zone MAVL, c'est-à-dire moyenne activité à vie longue. Encore une fois, vous êtes en train de faire une citation extraite d'un dossier de l'ANDRA. Vous avez sorti un bout de phrase de son contexte. La phrase que vous avez sortie comme ça ne veut plus rien dire hors de son contexte. On va reparler. C'était une introduction
pour catégoriser les 5 types de risques qu'on pouvait identifier au niveau de CIGEO et plutôt à court terme. Alors Christophe Serre voulait intervenir. Oui, l'IRSN, je rappelle. Oui, alors à l'IRSN, nous sommes des ingénieurs et des chercheurs, notamment spécialisés dans l'analyse des risques liés à la manipulation de matières radioactives dans des installations nucléaires de base. L'ensemble des risques qui sont aujourd'hui énumérés sont des risques similaires aux risques qui aujourd'hui sont pris en compte et gérés dans les installations existantes. Vous mentionnez les risques d'explosion, c'est tout à fait vrai. Risque d'incendie, c'est aussi exact. Risques liés à la dispersion de matières radioactives par des pertes de confinement. Donc ce sont des risques qui ne sont pas spécifiques de l'installation CIGEO, mais qui, c'est tout à fait vrai, doivent être pris en compte dans l'analyse de l'ANDRA et dans la conception de son concept. Et c'est en particulier sur ces points-là qu'à l'IRSN, nous sommes en effet extrêmement vigilants pour nous assurer que l'ANDRA mène bien toutes les études notamment de conception, pas que de recherche, pour s'assurer que ces risques sont bien maîtrisés. On est tout à fait d'accord. Donc peut-être Fabrice Boissier, une en tant que maître d'ouvrage, puisque Monsieur Thuillier a listé des risques, je me dois de rappeler quand même le rôle de l'ANDRA en la matière. D'abord rappeler que pourquoi est-ce qu'on est là en train de parler de CIGEO, c'est parce qu'on a des déchets radioactifs qui sont potentiellement dangereux et qu'il faut les mettre en sécurité. C'est la seule mission de l'ANDRA confiée par le Parlement, mettre en sécurité les déchets radioactifs pour protéger l'homme et l'environnement. Pour faire cela, on propose une solution concrète qui est le projet CIGEO. Bien sûr, on se doit de regarder qu'en réalisant cette installation industrielle, on ne génère pas d'autres risques liés, comme vous le soulignez, Monsieur André, tout à l'heure, aux activités du personnel dans l'installation, liées à la manipulation des colis de déchets. Et donc tous ces risques, parce que c'est la réglementation, parce que c'est la méthodologie que suivent tous les industriels, on les analyse dès le début des phases de conception, on vérifie qu'on est capable de mettre en face des solutions pour répondre à ces risques qui permettent de les éviter. Et bien sûr, ces analyses sont soumises aux évaluateurs, l'autorité de sûreté nucléaire et son appui technique, l'IRSN. Et nous sommes parfaitement conscients que l'ANDRA ne pourra être autorisé à construire le stockage que si nous avons apporté la démonstration que les risques sont maîtrisés. Et je dirais même, un stockage dans lequel les risques ne seraient pas maîtrisés, ça serait en contradiction avec l'objectif fondamental, sa raison d'être, qui est justement de protéger l'homme et l'environnement. Donc là-dessus, la démarche de l'ANDRA est depuis le début systématique vis-à-vis de tous les risques. On a toujours été extrêmement attentif à ces analyses. On les a produits à nos évaluateurs en toute transparence et on suit bien attentivement les retours des évaluateurs qui nous orientent sur la suite des études. Monsieur Serre, Christophe Serre, vous vouliez dire un mot là-dessus? Si je comprends bien effectivement les inquiétudes de Monsieur Thuillier, je pense qu'effectivement un enjeu fondamental de sûreté de CIGEO, c'est d'éviter tout rejet massif de radioactivité dans l'environnement. Cela, évidemment, pendant la phase d'exploitation, parce qu'on va manipuler de la matière radioactive, mais également on a parlé de ces différentes échelles de temps dans l'analyse des risques, et un rejet massif également sur le long terme, après la fermeture du stockage. Donc je vois deux causes principales qui pourraient conduire à ces rejets massifs. Ça serait, pendant l'exploitation, probablement un incendie non maîtrisé, via les fumées, la dispersion de matière et la ventilation. Et sur le long terme, le transfert rapide, non maîtrisé de la radioactivité, cette fois-ci par la voie eau, qui est présente dans les formations géologiques. Tout à fait. Alors, si je peux reprendre. Si vous voulez répondre à ça, Bertrand Thuillier. Deux remarques. Première remarque vis-à-vis de ce que disait Fabrice Boissier, c'est que quand je disais les risques d'incendie, les risques multiples que j'ai recités n'étaient pas mentionnés, j'ai pas dit qu'ils n'étaient pas mentionnés par l'ANDRA, ils sont restés dans les dossiers. C'est ça justement le problème, c'est que moi j'habite en Haute-Marne et jusqu'à présent, enfin jusqu'en 2012, personne n'avait parlé par exemple de ces risques-là, de la ventilation, enfin tout un ensemble de points qui n'avaient pas été mentionnés. Donc que ce soit présent dans les dossiers, oui, tout à fait. Et c'est bien pour ça que, ayant vu cette distorsion, ayant lu ces distorsions, c'est pour ça que je me suis intéressé au projet. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, sur la question des risques d'incendie, par exemple. Alors justement, je vous interromps 2 secondes parce qu'on a énormément de questions sur les risques d'incendie. Donc je vais vous proposer plusieurs thèmes qui intéressent nos auditeurs et nos spectateurs. Grégory Mandous de Chaumont nous dit: qu'est-ce qui est prévu par
rapport au risque d'incendie ou d'explosion, chaleur des colis radioactifs, dégagement d'hydrogène. Gérard Bessières de Varennes-sur-Amance nous demande comment garantir l'étanchéité des alvéoles de confinement afin d'éviter les fuites d'hydrogène des colis pendant des milliers d'années. Alain Correa d'Elbeuf qui nous signale appartenir à Stop EPR Panly. Pour lutter contre les risques d'incendie, prévoyez-vous de construire une maquette à l'échelle 1 de l'entreposage CIGEO à la manière des pompiers américains qui sont capables d'investir 4 millions de dollars dans une réplique de l'A380 pour s'y entraîner? Je fais un petit peu un groupage comme ça parce qu'il y a énormément de questions. Très bonne question. Alors, Monsieur Boissier, Fabrice Boissier pour on va peut-être traiter d'abord la question de l'incendie. Il y a d'autres risques qui ont été abordés, mais je pense qu'il faut il y a énormément de questions sur les incendies. Donc, on parle du risque incendie qui, d'un point de vue théorique, effectivement, est un potentiel de danger qui pourrait amener à la dispersion de radioactivité. Une fois qu'on a dit ça c'est le démarrage de la démarche. Et ensuite, ce que fait l'ANDRA, c'est bien de mettre en face de ce risque potentiel toutes les barrières qui vont empêcher que cela arrive. Alors ça commence par quoi? Ça commence par essayer d'enlever tout ce qui peut brûler de l'installation. Alors on parle de l'installation, je crois qu'il faut se représenter physiquement ce que c'est. Une installation, elle va se dérouler et se développer progressivement. Est-ce qu'on parle du risque dans l'installation de surface, dans la descendrie qui est la galerie qui permet de descendre à 500 mètres de profondeur, dans les galeries au fond? La situation n'est pas la même. On n'a pas les mêmes équipements, pas les mêmes risques. Alors si je prends l'exemple de la descendrie, on a retenu de descendre les colis avec un funiculaire. Pourquoi un funiculaire? Parce qu'un funiculaire, c'est une masse d'acier tirée par des câbles. Les moteurs sont renvoyés en surface. Et donc, sur le funiculaire, vous n'avez absolument rien qui peut brûler. Et donc, la descente d'un colis par le funiculaire nous a paru comme la meilleure garantie qu'il n'y aurait pas d'incendie dans cette partie de l'installation. On a exactement la même démarche pour toutes les étapes du processus. Et à chaque fois, on commence par éviter au maximum la possibilité qu'un feu se déclare. On prévoit bien sûr de la surveillance incendie, c'est-à-dire qu'on aura des capteurs qui nous permettent de veiller que les températures, il n'y ait pas d'échauffement, détecter tout départ de feu. On prévoit des systèmes d'extinction pour gérer des départs de feu, donc des extinctions qui peuvent être embarquées sur les engins de manutention. Dès qu'on aura une navette de transport d'un colis, elle aura ces systèmes d'extinction embarqués. On a bien sûr des systèmes d'extinction fixes dans les galeries. On a aussi des extincteurs plus classiques pour que les travailleurs puissent en servir le cas échéant. Et donc on a toute cette démarche qui nous permet de dire que même si un départ de feu arrive et sur une période de 100 ans, eh bien, on ne peut bien sûr pas exclure que dans une installation industrielle, il n'y ait jamais de départ de feu. Mais un tel départ de feu ne doit en aucun cas conduire à un incendie. Et si même un incendie venait à se déclarer, alors on prévoit les dispositions permettant de limiter ces conséquences et, en tout cas, de garantir qu'il ne conduirait pas à la dispersion de radioactivité à grande échelle. Alors, pour cela, on compartimente l'installation, c'est-à-dire qu'un incendie, il resterait cantonné à un petit secteur de l'installation. Deuxièmement, on prévoit l'évacuation du personnel, l'intervention des pompiers, puisque nous travaillons déjà avec les pompiers pour prévoir les moyens d'intervention. Et enfin, on protège les colis eux-mêmes pour éviter que, puisque c'est là qu'est la radioactivité, qu'ils puissent être détruits par un incendie. Donc toutes ces dispositions nous permettent d'avoir des garanties qu'un incendie avec dispersion de radioactivité n'est pas possible dans CIGEO. Bien sûr, nous allons, dans les études de conception, documenter les caractéristiques techniques précises de tous ces équipements, et c'est sur cette base-là que le projet CIGEO pourrait être autorisé. Alors, je voudrais répondre sur la question précise de la maquette. Parce que c'est un reproche qu'on vous fait souvent de ne pas avoir fait une maquette, ce qu'on appelle, je crois, une maquette chaude, c'est-à-dire non pas un laboratoire, mais quelque chose qui soit en vraie grandeur avec des vraies matières. Pour travailler sur l'incendie, on ne fait pas une maquette chaude. Au contraire, on travaille sur des choses sans radioactivité, parce que l'incendie se développe de la même manière, on peut travailler dessus et on évite le risque radioactif. Donc là-dessus, nous avons prévu d'ores et déjà des travaux d'essais pour vérifier que les colis, les conteneurs de stockage résistent au feu. Et donc ça, c'est des essais qu'on va lancer cette année avant le dépôt de la demande d'autorisation. Donc mettre un colis avec un conteneur de stockage avec des faux déchets, donc qui ont les mêmes caractéristiques mais qui ne sont pas radioactifs, vérifier que, évidemment, l'incendie ne dégrade pas le colis. Et on travaille aussi, puisque c'était la question qui était posée par M. Correa, on travaille avec les pompiers de Haute-Marne et de Meuse pour voir quelles sont à la fois les compétences à mettre en place pour que les services de sécurité civile soient opérationnels sur CIGEO le moment venu. Quelles sont les formations à prévoir
pour ces pompiers et quelles sont les infrastructures nécessaires pour les entraîner. Et donc on est en train de regarder justement, est-ce qu'il faut avoir des moyens propres sur le site, à côté, ou se servir d'autres centres de formation existants en France. C'est un travail qui est en cours actuellement avec les pompiers. Jean-Claude Zerbib, expert et expert indépendant, je le rappelle, vous voulez répondre à ça précisément. Oui, je voulais dire qu'il faudrait quand même se préoccuper des déchets à base de bitume, parce que ce sont eux qui ont une charge radioactive suffisante pour pouvoir créer de l'hydrogène et libérer de l'hydrogène à partir de cette matière qui est constituée de carbone et d'hydrogène. Deuxièmement, la charge radioactive est importante. Et deuxièmement, c'est une matière inflammable, le bitume. Donc on a quand même, avec ce déchet particulier, et il est en grand nombre, c'est 70 000, je crois, fûts de 180 litres à peu près, ou 130 litres, qui, s'ils viennent à brûler, poseront quand même des problèmes et de contamination et une masse qui est prête à brûler. Il y aura quand même une potentialité de risque importante. Là. Oui. Une réponse déjà de Christophe Serre pour les RSN. Vous voulez réagir également ? On aborde deux points. Là. On aborde le point de l'initiation et du développement d'un incendie dans CIGEO et le cas particulier, effectivement, de l'impact de cet incendie sur des déchets particuliers, les bitumes. Vous avez raison. S'agissant du premier point, CIGEO est quand même une installation particulière puisque c'est une installation nucléaire qui sera souterraine. Donc en termes de développement d'un incendie, on va dire, elle cumule les problèmes liés à l'installation nucléaire et au fait qu'ici on est en milieu souterrain fermé, avec probablement des effets de four qu'il faut savoir estimer, comment gérer la ventilation qui est nécessaire à l'intérieur du stockage, mais qui peut avoir des effets négatifs sur le développement du foyer. Quel peut être l'impact d'un incendie, même s'il est maîtrisé ensuite sur certains composants. Compte tenu de ces conditions d'environnement qui sont assez particulières, il y a, à mon sens, des recherches encore à effectuer pour être en mesure de bien comprendre les ordres de grandeur, des températures qui peuvent être atteintes, de l'effet sur les différents composants du stockage. Une précision qui nous est demandée à l'instant par Internet pour M. Serre. S'il n'y a pas de colis bitumés, peut-il quand même y avoir un risque d'incendie ? Ça, c'est tout. Oui, enfin, le risque incendie, il est pris en compte, comme disait Fabrice Boissier, au départ par la minimisation de tout ce qui est matière inflammable. Parce que dans toute installation industrielle, il y a forcément un risque d'incendie. C'est un risque, et c'est effectivement le devoir de l'ANDRA de minimiser dès le départ la possibilité qu'il y ait des matières qui s'enflamment. Ensuite, il y a d'autres moyens de défense en plus. Jean-Claude Zerbib. Notamment, quand on a parlé de l'hydrogène, on s'est attardé sur le risque d'explosion. Mais pour certaines concentrations dans l'air, il y a aussi une inflammation immédiate. Donc le feu, il peut aussi démarrer pour certaines concentrations d'hydrogène dans l'air. Donc l'hydrogène pose ce double problème de l'inflammation spontanée et de l'explosion. Alors justement, à propos d'hydrogène, Monsieur Raymond Chaussin nous demande comment être sûr qu'il n'y aura pas d'accumulation d'hydrogène au fond d'un puits borgne. La ventilation ne peut pas alors être efficace. Dans l'industrie chimique, on ne fait pas confiance à une simple ventilation pour être en dehors du domaine d'explosivité de l'hydrogène. On a l'obligation d'inerter avec de l'azote. Fabrice Boissier, sur cette question de l'hydrogène, effectivement, il cite la démarche de l'industrie chimique, qui est une démarche réglementaire et qu'on applique aussi pour CIGEO. Donc typiquement, des puits borgnes seront évités dans une installation où il y a les colis de moyenne activité à vie longue qui dégagent de l'hydrogène. J'ai parlé de la ventilation comme un moyen de dilution, mais ce n'est pas le seul moyen de gestion du risque d'hydrogène. Bien sûr, est associé une surveillance avec des capteurs pour vérifier que la concentration d'hydrogène reste toujours à des niveaux extrêmement faibles. Et dès qu'on a des zones dans lesquelles on a potentiellement une apparition d'un risque
d'atmosphère qui deviennent explosives, alors on prend les dispositions d'avoir du matériel antidéflagrant, d'avoir éventuellement de l'inertage si besoin. Donc tout ce travail, c'est un travail analytique à regarder au cas par cas dans chaque zone de l'installation. Est-ce qu'il peut y avoir une situation où de l'hydrogène s'accumule ou pas? Et en fonction de la réponse, mettre en place les dispositions qui sont exactement les mêmes que dans l'industrie chimique. Christophe Serre de l'IRSN. Oui, sur cette question d'endroits qui seraient des endroits où ça circulerait moins bien, effectivement, compte tenu de la taille des alvéoles dans lesquels seront mis les déchets, oui, effectivement, il faut se préoccuper de la possibilité qu'il y ait des endroits où il y ait des accumulations de poches d'hydrogène. Pour revenir sur les bitumes que vous avez évoqués, Monsieur Zerbib, la particularité de ces types de colis, c'est que, bon, certes, s'ils sont soumis à une source de chaleur très proche, ils peuvent s'enflammer, on va dire, pour faire simple. Mais eux-mêmes deviennent des sources secondaires. C'est ce qui est extrêmement embêtant dans ce type de colis. Et à ce jour, les exploitants doivent fournir les études. Alors, je parle des producteurs de déchets et de l'ANDRA, doivent fournir les études qui permettront de savoir si effectivement ces réactions exothermiques peuvent être maîtrisées en cas de départ de feu. Si ce n'est pas le cas... Réaction exothermique, ça veut dire de très grands dégagements de chaleur? D'échauffement les uns sur les autres, les colis les uns sur les autres. Et donc de réaction en chaîne? Et de réaction en chaîne. Et à ce jour, tant qu'il n'y a pas ces études, l'IRSN est absolument opposé à ce qu'on mette dans le stockage ce type de colis. Alors attendez, Bertrand Thuillier a demandé la parole depuis un instant, notre ingénieur et expert indépendant. Oui, merci. Oui, en fait, on est réellement au cœur du sujet. On parlait de conception. Ce qu'il faut savoir, et on a parlé de la taille des alvéoles. Les alvéoles, c'est grosso modo pour les alvéoles MAVL 450. Moyenne activité à vie longue, pardon, mais je voudrais vous demander d'être un peu attentif à essayer de traduire à chaque fois, si vous le permettez. Donc les alvéoles qui peuvent contenir justement des colis bitumineux. Donc ce sont des alvéoles qui font à peu près 9 mètres de diamètre, 450 mètres de long, des sortes de cathédrales souterraines, dans lesquelles en fait on peut avoir donc tout à fait, et vous avez tout à fait raison, des colis bitumineux, donc des colis qui peuvent s'enflammer, enfin des matières combustibles. On a par ailleurs l'hydrogène, qui est un gaz hautement inflammable et voire explosif, et de surcroît, et c'est ça où je crois qu'il faut regarder les problèmes de conception, et de surcroît, on va avoir des systèmes de manutention, par exemple des stockers, etc., des ponts, élévateurs pour déplacer les colis, qui sont équipés de batteries. Et donc, en fait, on a dans la conception même de ce type d'alvéole les 4 facteurs les plus problématiques et les plus associés qui peuvent permettre un problème tout à fait ingérable, parce que si une alvéole devait venir à brûler, je ne vois pas trop comment on pourra l'éteindre. Donc, Fabrice Boissier parlait de cas par cas. Non, il ne faut pas parler de cas par cas. Il faut avoir une vision générale en termes de conception pour que dans cette conception, on évite ce genre de problème. Et ce n'est pas du tout le cas. De surcroît, si je rajoute la ventilation qui fera un rôle de soufflet avec ces 3 facteurs précédents, on arrive à une catastrophe certaine. Avant de donner la parole à Fabrice Boissier pour une réponse de la part de l'ANDRA, je vous pose une question complémentaire de Justin François qui nous dit: les précautions contre l'incendie me semblent les meilleures dans ces technologies de manutention, d'autant plus que les verres et les déchets de métal comprimés sont peu combustibles. À livrer à la réflexion commune. Alors, je prends acte que les dispositions que j'ai évoquées sont effectivement a priori à l'état de l'art. Effectivement, les colis de verre, c'est pas sur cela qu'on a des craintes d'incendie. Il y a la grande majorité des colis sont très peu inflammables. Je reviens sur le cas des bitumes. Donc, les bitumes, effectivement, tout le monde le sait, le bitume est inflammable. L'ANDRA a été très clair, l'IRSN aussi, la Commission nationale d'évaluation a été très claire. Des bitumes ne pourront pas rentrer dans le stockage si on n'a pas la démonstration que dans toutes les situations, y compris en cas d'incendie à proximité, il ne conduirait pas à une reprise de réaction en chaîne et avec du dégagement de matière radioactive. Donc pour nous, il est clair que les bitumes ne seront dans l'installation que le jour où on aura cette démonstration. Un grand programme a été lancé par le CEA, Areva, EDF pour apporter ces éléments de réponse. Il comprend notamment, en lien avec l'ANDRA, ce que j'évoquais tout à l'heure, des essais à l'échelle 1 avec un colis à la taille 1, un conteneur de stockage avec ces fûts de bitume à l'intérieur qu'on va exposer à un incendie pour vérifier qu'effectivement on n'atteint pas des températures à l'intérieur du colis qui puissent amener à une reprise de réaction exothermique. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est quand même le principe de base.
de protection contre l'incendie pour ces bitumes, au niveau de la conception, c'est qu'on va noyer ces colis de bitume dans du béton pour les protéger qu'en toute situation, ils ne soient jamais en train de s'échauffer. Pour vous donner un ordre de grandeur, un fût de bitume, M. Zerbib le disait, c'est quelques centaines de litres. On va les stocker dans des conteneurs qui font plus de 10 tonnes de béton. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on noie ces bitumes dans du béton. Donc, ce qui sera dans l'installation, finalement, c'est pas du bitume, c'est un cube de béton dans lequel, au cœur, il y a du bitume. Et ça, c'est quand même la principale mesure qui permet de garantir, alors sous réserve bien sûr des démonstrations apportées, et ça on va y travailler puisque c'est avec les études de dimensionnement, avec les travaux que doivent faire les producteurs, mais c'est la disposition qui est la plus robuste pour nous protéger contre les conséquences d'un incendie. Jean-Claude Zerbib, ingénieur et expert. Je crois qu'on a effectivement de l'intérêt à parler beaucoup du bitume parce que c'est probablement un des déchets les plus problématiques. À la fois par les risques potentiels de l'auto-inflammation, production d'hydrogène, mais aussi et surtout par la charge radioactive. Moi, j'ai vu des photos de déchets, de colis de déchets de bitume et qui sont déformés au cours du temps. Qu'est-ce qui va devenir quels sont les critères que vous avez de contrôle? Vous avez dit dans vos documents que 9 litres par an d'hydrogène, c'était une limite maximale. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en place des dispositifs qui permettraient de connaître la réalité et sur une longue période, bien sûr, des rejets de ces bitumes? Ces bitumes vont aussi relarguer des gaz radioactifs parce qu'ils ont une charge radioactive. Ils ont notamment des substances comme le curium 244 qui produit continuellement des produits de fission et notamment des gaz comme les iodes, par exemple. Oui, il faillit que M. Zerbib pose une question, donc je vais répondre. Premier élément, il faut savoir que ces bitumes, aujourd'hui, ils sont entreposés pour leur très grande majorité sur une installation du CEA. Ils sont gérés par le CEA, et donc le CEA aujourd'hui est bien capable d'assurer la sécurité de ce site avec des bitumes qui ont les propriétés que vous venez d'énoncer. Donc on ne part pas de zéro, on part au contraire sur la base de toute la connaissance accumulée depuis qu'on produit des colis de bitume, et ça fait plus de 30 ans qu'on en produit, des analyses faites par le CEA, des mesures qu'ils font en continu, et ces mesures vont se poursuivre puisqu'ils continuent à faire des prélèvements, à ressortir des colis de bitume pour regarder leurs caractéristiques, voir comment ils évoluent, regarder le phénomène de gonflement, effectivement. Et donc, c'est-à-dire que le jour où éventuellement on stockerait ces bitumes, on aurait 50 ans de retour d'expérience, de connaissance de ces objets-là. Et nous, par-dessus ça, on rajoutera des contrôles, effectivement, comme vous le dites, pour vérifier que les caractéristiques de ces colis correspondent à la réalité entre le colis qu'on nous livre, ce qu'on nous en dit et effectivement ce qu'il en est. Et donc, à partir de ces éléments-là, nous sommes convaincus que nous pourrons assurer un stockage de ces colis en toute sécurité, mais il y a un certain nombre de conditions avant. Première condition, que les producteurs nous apportent les éléments de connaissance des bitumes sur leur comportement, nous garantir qu'effectivement, jusqu'à une certaine température, ils restent stables, nous donner des éléments précis sur les productions d'hydrogène, sur le comportement des éléments radioactifs qui sont à l'intérieur. Et deuxième étape, que l'ANDRA démontre que ce qu'on met en place dans le stockage, les conteneurs, les moyens de gestion de prévention contre l'incendie, par exemple, permettent effectivement de garantir la sûreté du stockage. Et c'est à cette seule condition, je pense, que l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN accepteront la mise en stockage des bitumes. Alors Justin François, qui est déjà intervenu, nous dit à ma connaissance, il n'a jamais été question d'envoyer des déchets bitumés en profondeur. On est donc hors sujet. Il ne semble pas tout à fait, vu que les réactions et l'intérêt les uns pour les autres. Enfin, je vais continuer par une question qui tombe un peu comme ça de la Lune. Comment alors maîtriser l'erreur humaine, comme à Tchernobyl ou à Fukushima, nous demande Maurice Lapointe de Metz. Difficile de répondre à cette question. Peut-on maîtriser l'erreur humaine ?
Oui, enfin, peut-être juste pour compléter sur les colis bitumineux. Décidément, c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un sujet qui est important. C'est 74 000 colis, donc c'est quelque chose de tout à fait conséquent en termes de colis dans CIGEO. Il faut savoir que ces colis, il y a eu des études, il y a une thèse récente qui a été faite sur ces colis bitumineux. Ils peuvent gonfler de l'ordre de 70%, jusqu'à 70%. Ça veut dire que même si vous les mettez dans des colis en béton, il peut y avoir un épanchement de ce bitume, et donc derrière, avec toutes les conséquences qu'il y a. Et d'ailleurs, ces colis ne sont pas scellés. Donc voilà, c'était juste pour compléter cette information. La conception de nos conteneurs de béton prend en compte justement ces paramètres de gonflement du bitume et prévoit les espaces d'expansion. Mais on va peut-être pas. Mais pour compléter. Mais je pense qu'il faut quand même compléter. Il y a eu justement, par rapport à ces problèmes de gonflement, il y a eu des colis qui ont été repris, par exemple, à l'EIP, et il y a eu 6 000 colis qui ont été repris pour prendre en compte ce gonflement, et donc avec un volume supérieur. Et ce volume supérieur faisait justement que ce n'était pas agréé pour CIGEO. Donc on voit bien la difficulté, c'est qu'en fait, ces colis gonflent, et quand on prévoit un système pour prendre en compte ce gonflement, en fait, ça ne peut pas permettre un agrément et un stockage dans CIGEO, parce qu'en fait, il y a trop de vide pour pouvoir être agréé. Donc en fait, vous en mêlez un peu les pinceaux là, Monsieur Thuillier. Il n'y a aucun colis agréé pour CIGEO aujourd'hui, puisque comme je vous le disais, nous on attend l'apport des éléments de la part des producteurs avant de pouvoir dire si on va les stocker ou pas. Et donc il n'est absolument pas question aujourd'hui d'agrément de colis bitume. On attend les éléments des producteurs. Donc c'est pas le. Donc rien n'est agréé. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais vous êtes un peu emmêlé les pinceaux là. On va essayer de clore le chapitre bitumeux et bitumineux. Je ne sais pas si on clôt le chapitre bitume ou le chapitre colis. Peut-être parce que justement le colis, on n'en a pas parlé. Et le colis, dans la conception du stockage, c'est bien la première barrière, ce qu'on appelle le premier composant qui doit pouvoir confiner, retenir l'activité. Alors aujourd'hui, environ les 3/4 des déchets qui sont conditionnés ou qui le seront avec des techniques qui existent. Il y en a un certain nombre, pas que les bitumes, il y en a un certain nombre qui sont encore à définir. Et il est exact que pour certains de ces déchets, certains des conditionnements, l'acceptabilité dont vous parliez pour CIGEO, soit n'est pas encore acquise, soit aujourd'hui certains conditionnements qui sont proposés par des producteurs de déchets comme Areva ne sont pas acceptables. Et Areva doit revoir sa copie, mais cela fait effectivement... Ça serait bien de définir le concept d'acceptabilité. Jean-Claude André, de la CPDP, qui vous demande de définir ce que c'est que le concept d'acceptabilité, parce que c'est d'acceptabilité du projet ou de quelque chose, parce que c'est une notion compliquée pour moi. Juste, il y a un peu deux niveaux. On va dire qu'il y a un premier niveau qui est requis par l'autorité de sûreté nucléaire, qui a défini des règles simple pour que les colis soient conçus avec de bonnes propriétés, que ce soit des propriétés chimiques, des propriétés mécaniques, etc. Et puis ensuite, l'ANDRA devra aller plus loin dans le détail et définir des critères d'acceptation, c'est-à-dire avec des critères quantifiés beaucoup plus précis qui permettront de dire tel colis qui respecte ces critères peut venir dans le stockage, tel autre ne peut pas. Donc c'est l'acceptation technique. On est sur l'acceptation technique, et je dois dire que les critères que définit l'ANDRA, ce sont en fait des critères qui permettent de vérifier que les colis qu'on reçoit sont adaptés à la conception de l'installation. Pour prendre un paramètre extrêmement simple, tout le monde comprendra, notre installation va lui donner une certaine dimension. On ne pourra pas accepter des colis qui sont plus gros que la dimension de l'installation. Donc voilà, ça donne un critère. Un colis pour entrer, il ne pourra pas faire plus de tant de mètres de large et tant de mètres de haut. Et donc on a toute une liste de critères sur la masse, sur le débit d'hydrogène, sur une question très importante, c'est la garantie que le confinement effectivement du colis est assuré, puisque c'est, comme le disait M. Serre, la première barrière. Et donc on a toute cette liste de critères qui sont exigés de la part des producteurs avant de pouvoir se prononcer sur l'acceptabilité des colis en stockage. Jean-Claude Zerbib. Et moi, je voudrais bien qu'on nous éclaire sur qu'est-ce que l'exploitant va faire avec des colis qui auront 30, 50, 60 ans d'âge. Il ne pourra pas se fier à ce qu'a écrit l'exploitant qui a produit ce déchet. Donc, jusqu'à quel niveau le contrôle de l'ANDRA va s'opérer?
Est-ce que c'est colis par colis? Est-ce que c'est des colis qui seront pris au hasard, 1 sur 10, 1 sur 15, 1 sur 20? Parce qu'il est clair que la mémoire du contenu de ces colis, elle risque d'être assez vague. Et les exploitants ne seront pas là, ne seront plus là. On ne sait pas exactement où est la mémoire de leur contenu. Donc, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de savoir qu'est-ce que l'ANDRA va pouvoir faire pour s'assurer que le contenu du colis est conforme à l'étiquette. Alors, cette question du contrôle et de la maîtrise de la qualité des colis est essentielle, vous l'aurez compris, pour la robustesse du projet. La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est vous parlez de ces grandes échelles de temps qui sont liées au projet. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, et c'est pas depuis de nombreuses années, l'ANDRA va chez les producteurs pour récupérer les informations sur les colis qui sont en train de produire. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 2050, le jour où ils vont toquer à la porte avec leur colis pour dire il vient d'où. Non. Aujourd'hui, l'ANDRA fait des missions d'inspection chez les exploitants pour avoir ces informations, tracer ces informations, suivre un peu la connaissance des colis. Nous demandons aussi aux producteurs d'acquérir des connaissances supplémentaires, comme c'est le cas pour les colis de bitume. Et donc, on a tout un travail dans la continuité, si bien que, y compris pendant les phases d'attente, d'entreposage, les producteurs doivent continuer à surveiller, acquérir des données, continuer à contrôler leurs colis. Et le jour où ils veulent les envoyer dans CIGEO, on a un historique, un dossier complet sur toute l'histoire du colis. Et après, au cas par cas, on va étudier ces dossiers et se prononcer sur la confiance qu'on a dans le dossier ou pas. Certains colis, je pense notamment aux colis vitrifiés produits à l'AG, sont extrêmement normalisés, contrôlés. Et donc là, dans 30, 40, 50 ans, on n'aura aucun problème, je pense, à retrouver les caractéristiques exactes. Pour d'autres familles qui sont plus vieilles, ça peut être plus compliqué. Et dans ce cas-là, on va proportionner notre niveau de contrôle aux caractéristiques des familles. Et les contrôles peuvent ensuite prendre des formes assez diverses, des formes documentaires pour aller obliger les producteurs à refournir des informations, des aspects techniques aussi, puisqu'on a des techniques d'imagerie qui permettent de regarder les colis, on peut regarder leur débit de dose, faire de la radiographie qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur, afin de confirmer qu'effectivement les éléments d'information sont fiables et que le colis peut bien rentrer dans CIGEO. Donc on a toutes des lignes successives de contrôle. D'abord, le travail de surveillance fait aujourd'hui chez les producteurs, le dossier que doit présenter le producteur le jour où il voudra faire accepter son colis dans CIGEO, et enfin les contrôles que l'ANDRA réalisera au vu de la confiance qu'elle aura dans l'ensemble des informations dont elle dispose. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment répondu à cette question qui est arrivée sur l'erreur humaine et la gestion de l'erreur humaine. On a un peu dérivé, je voudrais vous recentrer là-dessus. Forcément, il cite Tchernobyl et Fukushima qui ont malheureusement été exemplaires d'erreurs humaines. Est-ce que c'est prévisible? Alors, on a parlé beaucoup de risques techniques. Oui. C'est M. Thuillier qui nous a orientés dans cette direction. Le risque d'erreur humaine, alors on rajoute organisationnel, parce que c'est jamais l'homme seul qui est à l'origine d'une erreur, c'est aussi l'organisation de l'entreprise qui peut conduire un opérateur à ne pas agir conformément à ce qui est prévu. Et donc c'est ce qu'on appelle le facteur organisationnel et humain doit être pris en compte pour toutes les installations, qu'elles soient nucléaires ou industrielles, et nous commençons à le prendre en compte dès la conception, c'est-à-dire on essaie de prévoir des installations qui soient ergonomiques, on commence à réfléchir sur les procédures de gestion de l'installation, et après c'est tout au long de la vie de l'installation qu'il faut avoir une remise sur le tapis sans cesse de la manière dont on travaille, pour garantir que les conditions de travail, l'organisation, les procédures permettent effectivement d'écarter ou de minimiser les risques d'erreurs humaines. On sait qu'on ne peut jamais les écarter complètement. Et puis, un deuxième élément, d'avoir une organisation robuste qui fait que s'il y a une erreur due à un problème organisationnel humain, celui-ci ne va pas avoir de conséquences trop importantes. Des travaux extrêmement importants sont menés aujourd'hui au niveau national par l'Autorité de sûreté nucléaire, par l'IRSN, pour essayer de faire avancer collectivement l'ensemble de l'industrie nucléaire sur ce sujet qui est effectivement, on le sait, impliqués dans la majorité des accidents industriels. Alors nos experts sur l'erreur humaine, Bertrand Thuillier. Oui, également revenir sur l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'en fait on voit bien qu'on a des colis qui peuvent poser des soucis, comme les colis bitumineux. On sait également que dans l'inventaire, il y a 47 000 colis dont on n'a pas pu déterminer le type, donc on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dedans. On a des colis, par exemple les B51, qui peuvent produire de 50 à 500 litres d'hydrogène. Donc on voit tout de suite... Vous travaillez sur le dossier 2015.
2009, on a publié un inventaire des déchets pour la conception de CIGEO qui a été examiné par la SNIRSN. Tous ces éléments, ils sont maintenant mis sur la table, disponibles pour tout le monde. Donc là vous ressassez l'histoire ancienne. Ce que je voulais souligner, c'est que la sécurité repose bien sur la qualité et le contrôle de ces colis. Et on sait très bien, il y a déjà des stockages qui sont gérés par l'ANDRA, et on sait qu'il y a des erreurs humaines qui ont pu exister, parce que par exemple au niveau des stockages de l'Aube, on sait très bien qu'il y a eu des grenades qui ont pu être à partir d'un chantier sur Grenoble, qui ont pu être stockées dans ces stockages. Par exemple, le stockage de l'Aube, où ça doit être des stockages à vie courte, on sait qu'il y a de l'américium, donc des déchets à vie longue qui ont été stockés dans ces déchets. Donc en fait, dans ces stockages, donc on voit bien que l'erreur humaine est présente, et que cette présence d'erreur humaine, et comme cet auditeur le dit, ça peut être un risque supplémentaire par rapport au risque technique sur lequel j'avais insisté aussi. À vous la parole. La parole à Patricia Andriot de Haute-Marne, qui revient au court terme. À propos des risques de court terme, nous demande-t-elle. Les risques me semblent multipliés par l'importance des transports de colis lors de leur acheminement et par le stockage en surface, avec une concentration particulièrement importante en attendant leur descente en sous-sol. En quoi cette solution, CIGEO donc, est-elle meilleure que le choix du stockage en subsurface? Quelle est la position des experts sur le sujet? On va commencer par les experts et on donnera bien sûr la parole ensuite à l'Andra. Jean-Claude Zerbib, vous voulez commencer? Oui, il y a un point de passage obligé, c'est que on ne peut pas enfourner au fur et à mesure que les colis arrivent. Donc il faudra une installation nucléaire. On en aura donc deux, une qui est en surface et une qui est en profondeur. Donc la gestion de l'installation nucléaire en surface, elle pose moins de problèmes parce qu'elle n'est pas nouvelle. Il y a une série d'installations nucléaires de base à La Hague et ailleurs, où on gère déjà des colis de haute activité, où on a un passé, on a un savoir. Là, c'est tout neuf ce qui peut se passer. Donc la différence, elle est importante. Le problème numéro 1, c'est plus l'installation nucléaire qui sera au fond que celle qui sera en surface. Bertrand Thuillier, vous voulez répondre aussi? Oui, tout à fait. J'ai pas grand-chose à rajouter. Il est certain qu'une installation en surface, ça fait depuis un certain temps qu'on gère ça très bien. On peut avoir des stockages, ce qu'on appelle plutôt des entreposages de 100, 200, 300 ans. Donc, moi, j'ai rien de. On peut mettre des filtres, on peut mettre pas mal de choses. Donc, il y a beaucoup moins de risques, tout à fait en surface qu'en souterrain. Alors, il y a des questions. Oui, pardon. Vous vouliez intervenir, Christophe Serre, de l'IRSN. Plutôt de la vie contraire de Bertrand Thuillier. Je dirais pas qu'il y ait... Enfin, en tout cas, il n'y a pas plus de risques en surface ou en profondeur. Tout dépend de l'échelle de temps à laquelle on s'attache. Oui, un entreposage, c'est une installation aujourd'hui classique, mais qui s'inscrit dans un projet plus long pour trouver, en fait, une filière définitive, c'est-à-dire pour stocker. Donc c'est une étape, comme dit M. Zerbib, une étape industrielle indispensable, mais qui n'est pas une étape finale. On est bien d'accord. C'est une étape pour aller vers une autre solution. Alors, on est bien d'accord, c'est bien une étape. On voit qu'il y a tout un ensemble de questions, et c'est vrai que l'entreposage permet justement ce temps qui nous est nécessaire pour aller vers une étape finale à définir. Donc si la question de votre internaute est de dire pourquoi pas l'entreposage, si je comprends la subsurface en termes d'entreposage. D'entreposage à faible profondeur. Alors, entreposage en surface, ou en faible profondeur, c'est par rapport au risque qu'il faut pouvoir maîtriser de radioactivité des colis sur le très très long terme. Aujourd'hui, l'option du stockage, bien que l'option entreposage ait été étudiée précédemment, de 1991 à 2006, cette option d'entreposage a été étudiée. Si à l'issue de ces études, il a été préféré de continuer vers une solution de référence qui est le stockage, c'était parce que cette solution-là, sur le très long terme, offre de bien meilleures garanties de protection de l'environnement et des populations qu'un entreposage qui peut être géré sur des périodes courtes, mais avec beaucoup plus d'incertitudes
notamment ne serait-ce que par rapport à la continuation des méthodes de contrôle dans le temps par la société.